Bien, bonjour à tous et merci d'être là ce matin pour une énième session d'information sur le TCF avec Ninon. Aujourd'hui, on va pas parler que de la procédure en cours à l'APD et et tous ces bouleversements. On va aussi du coup parler des derniers développements du TCF et de la nouvelle semi-version, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Ninon, puisque c'est V2.2 et non pas V3. Vous le savez, le TCF, c'est un framework qui est en évolution permanente pour s'adapter aux besoins du marché et se conformer à la réglementation actuelle. Donc, c'est évidemment important qu'il continue à être développé, amélioré. Et ce travail se fait dans le cadre de groupes de travail au sein de l'IAB Europe, mais aussi via les remontées euh, techniques de nos différents membres au sein du groupe Privacy. Si d'ailleurs certains d'entre vous dans le call n'y sont pas, je vous invite à me faire un petit mail pour y participer. C'est là qu'on peut communiquer tout ce qu'on veut à l'IAB Europe pour justement améliorer ce framework continuellement. Sur le TCFV 2.2, je vais laisser la parole à Ninon. Ce sera annoncé à la mi-mai. Les spécifications, certaines en tout cas, des changements, certains des changements qui ont été apportés sont déjà sur le site de l'IAB Europe. Je pense on vous renverra également vers ce site dans le compte rendu. Et il sera déployé, si je ne dis pas de bêtises, au cours du mois d'octobre, Ninon, 2023. Non, Non, jusqu'à fin septembre, jusqu'à la fin période de septembre, transition. pardon. C'est la période de transition. Donc ça, évidemment, c'est pour laisser du temps à l'ensemble des participants au framework pour s'adapter à ces changements. Dernière chose avant de laisser la parole à Ninon, cette session est enregistrée et donc il y aura une session de rattrapage pour l'ensemble des membres et on vous l'enverra du coup à la fin de la session. Dernier mot, merci beaucoup Ninon encore de venir expliquer à tous les membres de l'IAB France les dernières évolutions du TCF. J'ai tes slides, donc tu me dis quand je dois changer euh, et je te laisse la parole. Oui, ok. Bah, merci Pierre et bonjour à tout le monde. L'idée aujourd'hui, donc c'est d'abord de faire un petit point sur l'appel qui est en cours contre. Tu peux passer à la slide agenda si tu veux. Merci. Un peu un petit point sur notre appel qui est toujours en cours contre la décision de l'APD de valider notre plan d'action avant d'avoir eu les réponses de la Cour de justice. Et ensuite, un point sur les changements qui sont apportés au framework dans la version 2.2, donc la demi-version, comme Pierre le dit. Je sais pas si on peut utiliser vraiment ce terme. Mais du coup, donc les changements qui sont apportés, donc la plupart hein, sont en réalité tirés du plan d'action qu'on avait soumis et donc qui a été validé. Ces changements n'anticipent pas en fait les réponses qui seront données par la Cour de justice sur les deux questions qui lui ont été posées. Et ensuite, un point sur la période de transition. Donc, comment ça va se passer pour ceux qui utilisent le TCF, que ce soit les CMP, les vendeurs ou les éditeurs. Et dernier point aussi sur les améliorations qu'on a fait au programme de conformité du TCF, donc les programmes de conformité pour les CMP et les vendors. Et je pense qu'on aura beaucoup de temps pour les questions. Merci Ninon, et je rappelle qu'il y a un onglet Q&A dans le webinaire pour vous poser toutes vos questions à la fin de la présentation peut-être. Oui, et après, bah, je sais pas, peut-être que tu veux m'arrêter aussi sur certains points, Pierre, Ça quand marche. c'est pas clair, parce que comme je répète un peu tout le temps la même chose, des fois, je sais pas si c'est déjà compris ou pas encore. Allez, ok. Euh, Donc, pour commencer, du coup, un point sur l'appel qu'on a, parce qu'il me semble qu'on n'avait pas refait de webinaire avec l'Alliance Digitale depuis le dernier milestone, qui était en fait l'obtention d'une suspension volontaire de la part de la PD de la période d'exécution du plan d'action jusqu'à la fin du deuxième appel. Donc, le deuxième appel, c'est l'appel qu'on a introduit en février contre la décision de valider le plan d'action. Donc, c'est un deuxième appel puisque le premier appel est contre la décision de l'année dernière, de février dernier, et en ce moment, il est encore devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Donc, sur ce deuxième appel, du coup, on a obtenu la suspension à la mi-mars de la période d'exécution du plan d'action, ce qui fait qu'il y a plusieurs scénarios possibles lorsqu'on aura la décision de la Cour des marchés qu'on attend à peu près à la fin juin. Soit donc ils vont valider la décision de l'APD, qui était de valider du coup le plan d'action, ce qui veut dire que la période d'implémentation va reprendre avec une échéance probablement fin novembre. Mais bon, on n'a pas la date précise, parce que ça dépend en fait de la date à laquelle la Cour des marchés rendra son jugement. Le deuxième scénario possible, c'est que la Cour des marchés annule la décision de l'APD de valider le plan d'action, auquel cas il n'y aura plus d'échéance en fait, et on ne sera pas légalement requis d'exécuter quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu la situation de l'appel. Voilà, donc on aura plus d'informations, je pense, à la fin juin, à peu près un mois après notre audience qui est prévue à la fin du mois, le 31 mai. Tu n'avais pas de questions, Pierre? Non. Non, c'est bon. Okay. Et du coup, donc, suite à cette suspension volontaire de l'APD, on a un peu redéfini la timeline, hein, puisque initialement, l'échéance était le 11 juillet pour exécuter tout le plan d'action. C'était très short. On a revu un peu la timeline pour continuer de travailler en fait sur les itérations du TCF qu'on avait proposées dans le plan d'action qui ne sont pas nécessairement impactées par le renvoi à la Cour de justice, donc qui ne touchent pas à est-ce que la TC string est une donnée personnelle, est-ce que l'IAB Europe est responsable de traitement, pour sortir quand même ces itérations et laisser suffisamment de temps aux participants pour changer leurs implémentations du TCF. Donc la nouvelle timeline maintenant, donc c'est ce qu'on appelle la V2.2, sortira du coup mardi. Donc les nouvelles policies ainsi que les nouvelles spécifications techniques du TCF. Les vendeurs auront jusqu'au 30 juin pour mettre à jour leur inscription au TCF. Et ensuite, les CMP et les éditeurs auront jusqu'à fin septembre en fait pour prendre en compte du coup ces itérations. Je vais revenir à la fin plus précisément sur la période de transition et comment ça va se passer pour qu'il y ait moins d'impact possible sur les participants. Mais en gros, les points les plus importants de cette itération, c'est que il y a beaucoup de changements qui sont faits sur les policies, en particulier tout ce qui est texte standard, donc les textes qui sont présentés aux utilisateurs pour qu'ils fassent des choix. Il y a très peu de changements sur les spécifications techniques. Et il y a notamment pas de changement sur le format de la TC string, ce qui fait qu'il y a une compatibilité parfaite entre la version actuelle et la version V2.2. Donc, ça sera aussi plus simple pour les adhérents du TCF d'adopter en fait la nouvelle version. Et les mesures, du coup, effectivement, qui ne sont pas incluses parce qu'elles sont très liées aux questions qui ont été renvoyées à la Cour de justice. Et donc, je les avais présentées, il me semble, juste après la validation. C'était l'introduction d'une nouvelle special purpose qui correspond au traitement de la TC string, au traitement des choix des utilisateurs. Et l'obligation pour les participants d'afficher l'IAB Europe comme un vendeur, en fait, pour répondre, du coup, à l'interprétation qui avait été faite que l'IAB Europe agit en responsable de traitement, en co-responsable de traitement avec les participants du TCF. Il y a quelque chose qui ne change pas puisque c'est un élément qui, de toute façon, on comptait le supprimer le plus rapidement possible. C'est la révocation des sous-domaines de consensus.org donc c'est des sous-domaines qu'on avait délégués aux CMP participantes pour qu'elles puissent opérer dans la fonctionnalité du Global Scope. Donc, fonctionnalité du Global Scope qui permettait que le périmètre en fait, des choix des utilisateurs soit cross-site, qui était quasiment pas utilisé et qui avait été pointé aussi par l'APD dans la décision, justement pour justifier la responsabilité de traitement de l'IAB Europe et notamment un accès technique au TC string. Donc ça, la deadline ne change pas, mais toutes les CMP ont été informées
en janvier de ce changement. Le marché français est le moins impacté lorsqu'on crawl un peu tous les marchés. Il y a très peu en fait de CMP qui hostent leurs scripts sur des sous-domaines de consensus. En France, c'est plus le cas en Espagne ou en Italie, par exemple. Voilà sur la timeline. Et maintenant sur les changements. Donc ça va pas être, ça va pas vous surprendre puisqu'on avait déjà regardé tous les changements qui étaient apportés par le plan d'action et donc beaucoup sont en fait concrétisés dans la version V2.2. Le premier changement, du coup, c'est que il y aura plus de support en fait pour la base légale de l'intérêt légitime pour les finalités 3 à 6. Donc, en pratique, ça ne devrait pas impacter énormément de vendeurs, puisqu'il y avait assez peu de vendeurs qui utilisaient l'intérêt légitime pour ces finalités. Il y avait aussi déjà beaucoup d'éditeurs qui appliquaient des restrictions pour ne pas permettre aux vendeurs d'utiliser l'intérêt légitime pour ces finalités. Et donc, lorsque les vendeurs devront mettre à jour leurs inscriptions au TCF, ils pourront plus déclarer l'intérêt légitime pour ces finalités. Mais par contre, donc, suite à cette update et aux remontées qui nous ont été faites aussi de vendeurs qui font de la personnalisation de contenu et notamment qui précédemment du coup utilisaient la finalité 5 ou 6 pour faire des sélections de contenu, on va dire très basiques. On a aussi introduit une nouvelle finalité qui est en fait l'équivalent de la finalité 2 pour la pub, mais pour le contenu. Donc, sous cette finalité, ça permet de faire une sélection de contenu, par exemple, selon la situation, la localisation non précise de l'utilisateur. Ça peut permettre aussi de faire du frequency capping ou des opérations, on va dire, très peu intrusives et pas basées sur des profils pour la sélection des contenus. Son identifiant, donc cette nouvelle finalité, son identifiant est 11. C'est vraiment la raison est plutôt technique. C'est pour pas changer l'ordre des bits dans la TC string, mais un utilisateur n'a pas à suivre l'ordre de la taxonomie dans les CMP et dans les interfaces qui sont présentées aux utilisateurs. Elle peut être placée avec les autres finalités qui sont liées à la sélection et à la personnalisation des contenus. Je regarde parce que je me sens qu'il y a... Ah, moi, je pense que c'est une question plus pour la fin. Ça n'a pas de rapport avec... On prendra les questions à la fin. Oui. Note. Vous pouvez les envoyer dès maintenant. Et donc, on peut passer à la suite, du coup. Donc, c'est un gros bloc et ça a pris beaucoup de temps. C'était de revoir tous les textes standards qui sont présentés aux utilisateurs. C'était relevé dans la décision que c'était pas suffisamment clair et je pense que c'est une critique qu'on a bien compris, et pas seulement vis-à-vis de la décision, mais c'est un retour qu'on avait déjà de la part d'autres autorités, mais aussi des éditeurs. Donc, il y a des nouveaux noms qui ont été créés pour les finalités du TCF ainsi que les features. On a complètement enlevé le texte légal, donc qui était assez compliqué à comprendre pour les utilisateurs et pourtant qui était un requis dans les CMP. Donc, c'est remplacé par une description donc user-friendly qui vise du coup à décrire de manière plus simple, on va dire, les opérations de traitement qui sont faites sous chaque finalité. Et en plus, il y a eu aussi une création d'un nouveau champ qui s'appelle illustration, donc qui consiste en fait d'exemples, en fait, d'exemples assez précis qui illustrent, on va dire, ce qu'un vendeur est susceptible de faire sous chaque finalité. Donc, c'était aussi quelque chose qu'on avait proposé à l'autorité et sur lequel on a travaillé ces derniers mois. Donc, là, on commence avec du coup des illustrations standards. De manière générale, il y en a deux. Certaines finalités n'en ont qu'une. Donc, c'est le cas de la finalité 1
et des Special Purpose 1 et 2, puisqu'elles sont très techniques en fait, et donc du coup, c'est difficile de trouver beaucoup d'illustrations qui correspondent à leur cas d'usage. Donc récemment, le Policy Working Group s'est enfin mis d'accord aussi sur la flexibilité qui sera donnée aux éditeurs pour modifier ou supplémenter donc, les illustrations standards. Donc, ça sera possible. Les discussions étaient un peu mal parties, mais grâce à la persistance du geste, on a pu avoir une solution qui est, je pense, plus satisfaisante pour les éditeurs. Donc, ils pourront modifier une illustration sur deux, en fait, dans les interfaces utilisateurs, du moment que l'illustration corresponde à la finalité, que ça soit pas complètement à côté de la plaque. Et les vendeurs, par contre, seront alertés du fait que l'éditeur a modifié les textes standards avec le non-standard flag dans la TC string. Donc, c'est en fait un flag qui était déjà présent dans la TC string et qui visait à signaler l'utilisation de custom stack. Mais là, il sera aussi utilisé pour signaler l'utilisation d'illustrations personnalisées par l'éditeur. Donc, évidemment, si un éditeur a envie d'utiliser cette flexibilité, c'est toujours mieux de prévenir à l'avance les vendeurs, les vendeurs principaux avec lesquels vous travaillez, pour que du coup, ils puissent vérifier quel genre de modification vous voulez faire et ne rejettent pas du coup les signaux établis dans la TC string sur votre site ou sur vos apps. On va aussi mettre en place un process pour que les participants puissent... ça clignote un peu, je ne sais pas pourquoi, l'écran. Je ne touche à rien, je sais. Je sais pas si ça le fait que pour moi, mais Je sais, moi, ça, rien ne se passe nous, donc je sais pas d'accord. s'il y a des Ok. gens pour qui c'est pas Tu vois, agréable, ça ils peuvent le dire m'énerve. dans le chat, mais moi, je vois rien. Mais il y a peut-être que moi qui vois ça. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on va mettre en place un process, pardon. On a déjà assez de procès. Un process, du coup, pour que les participants puissent, du coup, proposer des nouvelles illustrations qui seront intégrées dans les policies, qui sont traduites aussi pour être dans toutes les langues. Et donc, l'idée, c'est d'arriver aussi à un pool d'illustrations qui soit beaucoup plus large pour que les éditeurs puissent choisir des illustrations qui correspondent mieux à la nature en fait de leur service au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place un peu plus tard, mais qui devrait du coup être plus appréciable pour les éditeurs, pour que les exemples du coup correspondent bien à leur site ou à leurs apps. On peut passer, je pense, à la suite. Ah, Nathalie ne trouve pas ça gênant. Barre du haut qui clignote. C'est moi qui suis psychorigide. Troisième point, du coup, qui était la standardisation de nouvelles informations sur les vendors. Donc ça, on l'avait vu aussi la dernière fois. C'était dans la décision de l'APD. Il demandait qu'il y ait plus d'informations sur ce que font les vendors. On le voit aussi de plus en plus dans les guidelines qui sont publiés par les autorités, que ce soit sur les catégories de données ou les périodes de rétention. On peut voir ça, par exemple, dans les guidelines de la CNPD, de l'APD, d'autres autorités en Europe. Donc, ça ne sert pas seulement à satisfaire à l'adhésion de l'APD, mais ça permet aussi de faciliter la mise en conformité sur plusieurs marchés. Donc, la première information qui sera demandée aux vendeurs, ça sera les catégories de données qu'ils collectent et qu'ils traitent. Donc, on a créé une taxonomie en fait de catégories de données. Et donc, ils pourront déclarer du coup lesquels ils utilisent pareil lorsqu'ils s'inscrivent au TCF. Et cette information sera mise à disposition dans la Global Vendor List pour que les CMP puissent construire du coup les interfaces utilisateurs avec ces nouvelles informations. Même chose pour les périodes de rétention. Donc, les vendeurs devront déclarer leur
la durée la durée de rétention des données pour chaque finalité. On a standardisé par finalité puisque en lien avec le GDPR, on est censé garder la donnée pour une durée qui permet d'atteindre la finalité et pas plus. Donc c'est pour ça qu'on a choisi par finalité. Et ensuite, le dernier point, c'est pour les vendeurs donc, qui utilisent l'intérêt légitime donc pas pour les finalités 3 à 6, mais pour d'autres finalités, il faudra qu'ils fournissent un lien qui permet de renvoyer l'utilisateur à une explication de quels sont leurs intérêts légitimes, quels intérêts légitimes ils poursuivent. On ne voulait pas standardiser les types d'intérêts légitimes puisque c'est très spécifique et ça doit être fait au cas par cas. Donc je pense qu'en pratique, ça sera très souvent une encre, enfin un bookmark dans la politique de vie privée du vendeur qui explique du coup précisément quels sont les intérêts légitimes poursuivis. Et le quatrième point, donc, qui n'a aucun rapport avec le plan d'action, mais plutôt à des retours, non, le quatrième point de la slide 3. Et le quatrième point, c'était parce qu'on a eu beaucoup de retours, notamment de République tchèque, mais ensuite aussi d'Allemagne et d'Angleterre, d'autorités donc, qui critiquent le fait que parfois la politique de vie privée du vendeur n'est pas dans la langue de l'utilisateur. Et donc, on va permettre maintenant aux vendeurs d'enregistrer des URL pour chaque langue, ce qui fait que les CMP, par exemple, si c'est une CMP sur un site français avec tous les textes en français, ils choisiront du coup les liens fournis par le vendeur qui dirigent vers la documentation en français, donc la politique de vie privée en français, par exemple. Après, c'est à l'éditeur aussi de choisir si il y a des vendeurs qui n'ont pas la version française, laquelle prendre, si c'est l'anglais ou tout simplement ils peuvent choisir aussi de ne pas travailler avec un vendeur qui ne fournit pas de politique de vie privée en français. Mais du coup, voilà, et donc il y aura cette, cette standardisation pour plusieurs langues, donc les 34 langues qui sont aujourd'hui standardisées avec le TCF. Et on peut passer du coup à la slide suivante. Donc ça, c'était le seul, la seule obligation qui touche au premier niveau des interfaces utilisateurs, donc à la bannière cookie. C'était l'obligation d'afficher le nombre total de vendeurs, d'entreprises en fait qui sont susceptibles de collecter et traiter les données des utilisateurs sur chaque site. Donc ça, c'est tiré en fait des recommandations pratiques de la CNIL qui avait suggéré ça, qui suggère ça en fait dans ses recos. Et la raison pour laquelle on a du coup cette recommandation, c'est aussi parce que la critique de l'APD s'agissant du nombre de vendeurs, c'était que les utilisateurs n'avaient pas une attente raisonnable en fait du nombre d'entreprises susceptibles de traiter leurs données. Donc l'idée, c'est qu'ils aient cette information dès le début, puisque la plupart des utilisateurs font un choix en fait en premier écran et pas en second écran des interfaces. Donc il y aura cette obligation ajoutée dans les policies. On pense que du coup, et on l'encourage fortement, ça va créer aussi une incentive pour certains publishers, certains éditeurs, afin qu'ils limitent, on va dire, le nombre de vendeurs pour lesquels ils établissent des bases légales. Il y a encore beaucoup d'éditeurs qui utilisent l'entièreté de la Global Vendor List, même si ce n'est pas utile pour la monétisation de leurs services. Donc, on encourage vraiment les éditeurs à faire une sélection plus active des vendeurs avec lesquels ils souhaitent travailler. Il y a, je pense qu'on en avait parlé, mais on a recueilli beaucoup plus d'informations sur les opérations faites par les vendeurs l'année dernière et on met ça à disposition dans une liste séparée. Donc, ça contient des informations plutôt B2B qui sont principalement dédiées aux éditeurs. Ça permet par exemple de savoir si un vendeur opère sur le marché français. S'il n'opère pas sur le marché français, en pratique, vous n'avez pas besoin de lui établir une base légale sur vos services. Ça apprécie aussi les environnements techniques dans lesquels il travaille. Donc, pareil,
Vous n'avez pas besoin de collecter du consentement pour un vendeur qui ne fait que de l'in-app si c'est sur votre site web, etc. Donc, il y a des filtres assez faciles qui peuvent être faits. Ensuite, vous pouvez travailler aussi avec vos CMP et vos vendeurs pour affiner ces listes. Et on peut passer du coup à l'amélioration du coup de la policy sur le retrait du consentement. Celle-là, elle est un peu compliquée à comprendre parfois. Je vais essayer de faire étape par étape. Donc, le premier point, ça touche plutôt donc, aux éditeurs. C'est sur la facilité pour l'utilisateur de repoper en fait la CMP. Initialement, les policies disaient juste que ça doit être easily accessible, mais il n'y avait pas vraiment de précision sur les mécanismes possibles. Donc là, ce qui est recommandé, ça peut être soit une icône flottante, ça peut être un lien aussi dans le footer. Idéalement, ça ne devrait pas être un lien dans la politique de vie privée puisque c'est parfois caché et c'est compliqué pour un utilisateur de retrouver comment repoper la CMP. Donc, ça doit être rendu assez facile. Même chose dans l'environnement applicatif, même si évidemment, c'est pas possible d'avoir des floating icons, par exemple sur une télévision connectée ou même dans une app. Donc là, du coup, c'est plus sur on va dire les paramètres de l'application. Il faut que ça puisse être repopé assez facilement et pas caché sous plein de sous-menus. Donc ça, c'est la première obligation. Et donc, ça sera vraiment à l'éditeur, si ce n'est pas déjà fait, de faire en sorte que la CMP puisse être repopée plus facilement. Et le deuxième point, et donc j'ai apprécié que ça s'applique sur le retrait du consentement et pas le refus de consentement en premier écran. C'est vraiment le retrait lorsque l'utilisateur a déjà donné son consentement. C'est que lorsque l'utilisateur repop la CMP, il est un call to action en fait qui lui permet de retirer son consentement pour tout s'il a pu, lorsqu'il a consenti la première fois, accepter tout en un clic. Donc l'idée c'est d'avoir un peu le miroir un clic. Si je peux consentir à tout en un clic, lorsque je retire mon consentement, je peux le faire aussi en un clic. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui sera fait par les CMP. Premier point, c'est plutôt éditeur. Deuxième point, ça sera plutôt mis en place par les CMP. Et le dernier point touche plutôt aux vendeurs. Donc là, c'est aussi pour s'assurer que lorsqu'un utilisateur retire son consentement, ça soit bien pris en compte par les vendeurs. Il y aura une obligation maintenant pour les vendeurs d'utiliser des event listeners. Donc, dans l'environnement web, c'est une commande qui permet en fait de recevoir la TC string dès qu'elle change, donc dès qu'il y a un changement de statut, donc ce qui permet de communiquer proactivement le retrait du consentement ou le changement des choix d'un utilisateur. C'était aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'était recommandé, donc c'était pas une obligation. Maintenant, ça sera une obligation. Et donc, pour cette raison, on enlève la commande getTCData, donc qui était une commande standardisée pour les API des CMP, puisqu'elle a plus vraiment d'utilité si tous les vendeurs utilisent des event listeners. Et là, il reste, donc il y a deux changements qui viennent, qui normalement ne devraient pas affecter les participants, mais c'était plus pour cleaner, on va dire, les policiers et éviter d'avoir des éléments qui contredisent, on va dire, les dernières guidelines des autorités. Le premier point, c'est qu'on va enlever tout ce qui est record keeping provision. Donc aujourd'hui, pour les CMP et les vendors, il y a des obligations de record keeping qui suggèrent qu'il faut maintenir des records of consent. Donc ça vise un peu à standardiser les obligations du GDPR s'agissant de la preuve du consentement. Sauf que on sait il y a beaucoup de guidelines un peu différentes des autorités en Europe sur ce qu'est la preuve du consentement, en fait, avec différentes méthodologies possibles, hein, que ce soit l'enregistrement des interfaces présentées à l'utilisateur, l'enregistrement du code, par exemple, de la CMP. Il y a plusieurs, on va dire, méthodologies, ce qui fait qu'à ce stade, ça n'a pas d'intérêt que le TCF essaye de standardiser quoi que ce soit. Donc, on va l'enlever.
ça suggérait aussi potentiellement que l'IAB Europe avait accès à ces reports of consent, même s'ils ne sont pas définis. Donc, ce n'était pas très utile non plus s'agissant des questions qui ont été renvoyées à la Cour de justice. Et l'autre point aussi qu'on va enlever, c'est l'obligation de renouveler en fait les choix des utilisateurs au moins tous les 13 mois. Donc ça, c'est un truc qui vient de la V1 et en fait qui a été tiré des anciennes guidelines de la CNIL et en plus qui avait été mal lu. Puisque les anciennes guidelines de la CNIL, elles disaient que la durée des cookies ne devait pas dépasser 13 mois, donc ça n'avait pas de rapport avec la durée de validité du consentement. Donc c'est pareil, ça n'a aucun intérêt que le TCF continue d'avoir ce type d'obligation. Donc ça sera changé pour être un peu plus large. Donc les 13 mois seront remplacés par en accord avec ce que demande votre autorité en fait. Et on voit qu'il y a pour l'instant, on ne peut pas vraiment aller plus loin que ça puisqu'elles ont toutes des... Enfin, il y a beaucoup de chiffres différents qui ont été donnés. Donc au Luxembourg, ça va être 12 mois. En Espagne, elles disent, l'autorité suggère 24 mois. En Italie, République tchèque, il dit 6 mois, par exemple. Donc, ça, en France, c'est plutôt au cas par cas. Donc, voilà. Donc, il y a trop de guidelines qui disent pas la même chose pour qu'on puisse standardiser ça. Et sur la période de transition, donc ça, on a beaucoup travaillé pour que la période de transition se fasse de manière assez simple, on va dire quoi, aussi simple que possible pour les participants. Déjà, c'est grâce à la compatibilité en fait entre la version actuelle et la version future. Il n'y a fait pas de changement sur le format de la TC String, donc déjà ça aide. Mais aussi pour laisser le choix aux éditeurs et à leur CMP du timing avec lesquels ils veulent du timing pour switcher en fait sur la V2.2. Donc du coup, pendant toute la période de transition et jusqu'à la fin, donc la Global Vendor List actuelle, donc qui contient l'information actuelle, va rester disponible. Donc ça continuera d'être utilisé par les CMP pour présenter l'information aux utilisateurs, par les vendeurs pour décoder les TC strings. Et on publiera la nouvelle version de la vendor list, donc qui contient ces nouvelles informations sur les vendors dès le début de la période de transition, sachant que je suis pas sûre qu'il y en aura une dès le début, puisqu'il faut qu'on ait au moins un vendeur qui ait updaté son inscription. Donc à moins qu'il y en ait un qui est au taquet, je ne sais pas s'il y en aura une, par exemple, dès la semaine prochaine. Mais bon, ça devrait être publié assez vite pour que les CMP puissent déjà tester un peu et construire du coup les interfaces utilisateurs qui correspondent à ces nouvelles obligations. Lorsqu'un vendeur va updater son inscription pour être sûr qu'il ne soit pas pénalisé en étant switché sur la V2.2 sans pouvoir établir des bases légales en V2.1, il sera sur les deux Global Vendor List. Donc ça permettra aussi qu'il n'y ait pas d'impact, par exemple, économique sur les vendeurs ou les éditeurs. Donc ça sera sur la période des transitions. Par contre, un vendeur qui n'update pas avant la date du 30 juin, il ne sera jamais passé sur la nouvelle Global Vendor List. Donc, au bout d'un moment, il sera forcément impacté économiquement s'il n'a pas fait les updates qui étaient demandés et que les éditeurs switchent déjà sur la version 2.2. Sur les traductions, je pense qu'on aura les premières traductions fin de semaine prochaine. Après, je ne suis pas sûre encore de la date puisqu'il y a les ponts. Ça sera peut-être la semaine d'après. Donc, on l'enverra du coup à Pierre pour que vous fassiez des corrections et des revues. Et on fera ça avec tous les IAB locaux et comme ça, on intégrera du coup les modifications qui sont faites, parce que c'est certain que les traductions ne seront pas top. Donc comme ça sera plus propre. Il me semble qu'on l'avait fait la dernière fois, mais là, du coup, on pourra le faire. Quoi. Si Pierre, t'es d'accord, parce que je ne sais pas trop si je t'avais demandé. Si, on en avait parlé. Oui, ok. C'est prévu. C'est prévu. Ok. Donc ça sera fait. Donc ça sera pas fait que pour le français, mais là, je précise pour le français.
Il n'y a pas d'obligation pour les publishers de repoper à tout le trafic leur CMP pour recollecter des bases légales en V2.2. Il y a une compatibilité parfaite entre V2.1 et V2.2, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Donc c'est bien différent que le changement entre V1 et V2. Donc c'est plutôt un assessment, une évaluation que les éditeurs doivent faire au cas par cas, s'ils ont envie ou pas de repoper à tout le monde. La raison aussi pour laquelle on ne demande pas de repoper, c'est que notre appel est toujours en cours contre la décision de février dernier. Donc la Cour des marchés ne s'est pas encore prononcée sur la validité ou l'invalidité des bases légales établies par le biais du TCF actuel. Puisque ça c'est le jugement intermédiaire n'avait pas jugé sur les points, sur sur le fond de la décision. Donc on ne veut pas forcer un éditeur à faire quoi que ce soit à ce sujet. Ce qui signifie que, d'un point de vue technique, on va dire, les TC String dans la version actuelle créée avant le 30 septembre, elles sont toujours considérées valides. Par contre, après, elles sont considérées invalides puisqu'il faut vraiment switcher sur la V2.2. Et donc, à chaque fois, du coup, naturellement, quand vous renouvelez les consentements des utilisateurs, vous les passerez du coup en V2.2. Donc, la disparition, on va dire, des TC String V2.1 va se faire de manière assez organique. Et sinon, en termes de recommandations, ça, c'est pas la recommandation officielle, mais c'est ce que je vous conseille de faire. Déjà, si vous êtes un éditeur, avant de passer sur la V2.2, donc déjà, c'est d'attendre que les vendeurs aient bien updaté leurs inscriptions. Donc, normalement, c'est la fin juin. Attendez aussi qu'il y ait la version revue des traductions en français, si vous êtes un éditeur français, je me dis qu'il n'y a que ça ici. Et aussi, l'idée, c'est d'attendre d'avoir aussi la décision de la Cour des marchés qui est aussi prévue fin juin, puisque si elle confirme la validation du plan d'action, ça signifie qu'il faudra qu'on déploie dans un second temps cette nouvelle Special Purpose 3 et qu'on ajoutera l'IAB Europe en tant que vendeur dans la GVL. Donc, c'est deux itérations qui sont très simples à faire, qui n'impacteront pas techniquement les CMP ou les vendeurs, mais c'est quelque chose qu'il faudra qu'on fasse du coup dans un second temps. Et ça, oui, je pensais en parler. Peut-être que en fait, Peut-être rapidement, parce qu'il y a quelques oui, questions. oui, C'est comme c'est comme j'ai si pas vu que j'étais déjà à 40. Ok. rapidement, peut-être, je te laisse. Ouais. Non, du coup, donc il y aura beaucoup plus d'informations. De toute façon, tout ça sera public, mais il y aura beaucoup plus d'informations sur les problèmes de conformité pour vraiment que les participants comprennent c'est quoi les audits qui sont faits sur leurs installations. Et un point à noter du coup, c'est que il y aura des procédures d'enforcement différenciées, notamment lorsqu'on voit des manipulations ou des falsifications de TC string, ça sera une suspension immédiate avec une notification publique, puisque ça, pour le coup, ça met vraiment tout l'écosystème à risque lorsqu'il y a un vendeur, par exemple, qui remplace la TC string qui est associée à un utilisateur par une fausse TC string qui consent à tout, par exemple. Donc, ce genre de comportement, du coup, sera sanctionné plus fortement. Voilà. Merci beaucoup, Ninon. Il y a pas mal de questions qui sont déjà arrivées. Je réponds juste à une d'un spectateur anonyme qui a posé une question sur le DSA, qui n'est pas le sujet du jour, mais j'y réponds. Oui, il y a une solution technique qui est en train d'être mise en place par l'IAB Europe. Contactez-moi, parce que je ne sais pas qui vous êtes, parce que c'est écrit spectateur anonyme, pour qu'on en discute un peu plus profondément dans les prochaines semaines, si ça vous va. Alors, voilà pour la première. Ninon, une question de Nathalie sur la récente Oui, décision SRB de la Cour de justice et de la définition subjective de données personnelles. Si tu peux peut-être rappeler aussi la décision très rapidement. oui. Alors, je l'ai plus, j'ai plus son nom, mais il me semble que donc c'est pas une décision de la Cour de justice, mais de la General Court, donc du tribunal de l'UE.
mais qui confirme du coup l'arrêt Breyer, lui de la Cour de justice, sur la notion relative, on va dire, de données personnelles, et qui confirme du coup qu'une donnée peut être personnelle pour quelqu'un, mais pas personnelle pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait positif pour notre affaire, s'agissant de la qualification de la TC String en données personnelles et pour les participants et pour l'IAB Europe. Donc, c'est effectivement un arrêt qui est intéressant pour nous. On va suivre du coup si ça va être appelé. S'il y a appel, il y aura forcément du coup une décision de la Cour de justice. Voilà. Mais du coup, notre position, c'est qu'on aime bien l'arrêt. Voilà. Génial. Et est-ce que les éditeurs ont désormais la possibilité de changer le titre des finalités IAB? Par ailleurs, je vais mettre la décision dans le chat. Non. D'accord. Voilà. Réponse claire. Question de John. Le nombre acceptable de vendors d'un point Alors, de ça, vue juridique, c'est la question. c'est la question sans fin. Nous, notre point de vue, c'est que ça dépend de la nature du site. Un éditeur qui, par exemple, est fondé par la publicité, c'est tout à fait normal qu'il travaille avec un nombre de partenaires plus important qu'un site qui, lui, n'a pas d'inventaire publicitaire ou qui est payant, etc. Mais c'est impossible, en fait, de donner une position sur un nombre précis. La seule information qu'on a, c'est, il me semble, dans l'arrêt, je sais plus si c'est Fashion ID ou Planet 49, mais l'éditeur avait, il me semble, 57 vendors, et l'avocat général n'a pas relevé ça. Donc, si c'est ce nombre-là ou en dessous, c'est sûr qu'a priori, c'est bon. Mais on n'a pas d'autres informations. Est-ce que la liste partagée aux éditeurs sur le périmètre Ah oui, d'activité est maintenant, c'est disponible à la lecture? Oui, donc j'imagine Human Readable. Donc c'est un fichier JSON. Par contre, si vous pouvez ajouter une extension Chrome, donc par exemple JSON View, moi c'est ce que j'utilise, qui permet du coup de parser le fichier et qu'il soit lisible pour un humain. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Mais je note parce que peut-être que ça voudrait dire qu'on le fasse aussi de notre côté. Et on me souffle dans l'oreillette que dans Firefox, c'est automatique. Je ne sais pas si Oui, tu mais savais. bon. Oui, mais est-ce qu'on soutient vraiment ce que fait Bah, Firefox? Je non. sais pas. Voilà. Et comment peut-on vérifier que l'éditeur a bien ajouté ce lien accessible? Donc, j'imagine que ça, c'est pour Ouais. le retrait du consentement. Nous, ce qu'on fait sur l'environnement web, c'est que notre crawler, effectivement, teste s'il arrive à repoper la CMP directement depuis la page testée. Donc, il check s'il y a un lien dans le footer ou une autre manière, par exemple, de repoper la CMP. Donc, on le vérifiera. Et par contre, le point d'enforcement, il sera fait contre la CMP qui fournit la solution à l'éditeur, puisqu'on n'a pas de relation avec l'éditeur et qu'avec les policies, une CMP doit toujours travailler avec un éditeur qui se conforme aux policies. Autre question, Ninon, toujours sur le nombre de vendors. Est-ce que l'ajout du nombre de vendors utilisé sur le site, est-ce que ça doit figurer dans une section dédiée ou est-ce que on peut ajouter cette information dans le corps du texte de la CMP? Non, ça peut être dans le corps existant. Par exemple, ça peut être nous et nos XX partenaires traitons de la donnée pour telle finalité, etc. Autre question, est-ce que les nouvelles sanctions font référence au comportement mis en valeur fin avril sur les wrappeurs identifiés qui faisaient de l'ID stuffing? Alors, je suis pas sûre d'être Ouais, sûre de comprendre de la ça. question, ouais. Non. Est-ce que, est-ce que la personne qui l'a posé peut juste un tout petit peu clarifier et en attendant, je passe à la suivante qui est, concerne la CMP d'IDOMI. Est-ce que les éditeurs qui travaillent avec eux ont quelque chose à faire valider? Non. Non, bah après, je sais Tu peux pas pas, t'engager pour l'IDOMI, pas j'imagine. avec l'IAB Europe, en tout cas. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que la personne qui a posé la question sur l'ID stuffing peut-être clarifie s'il y a d'autres questions dans le chat? Alors ouais, il y en a une qui est arrivée. Est-ce que les CMP doivent convertir les TC string
V2.1 encore valable au TCF V2.2. Donc, ça ne sera pas tout à fait une conversion, puisque c'est en fait interdit de convertir une TC string V2.1 en V2.2 sans que l'utilisateur ait refait des choix. Donc, ça sera au niveau, on va dire, du renouvellement du consentement ou sur les nouveaux utilisateurs que là, la CMP pourra encoder une V2.2. Donc, faut faire attention à ne pas faire ça, justement. Oui, voilà, faut Voilà. pas convertir une V2.1 en 2.2 sans que l'utilisateur ait pu du coup refaire ses choix avec ces nouvelles informations. Parce que l'idée Et, du coup de cette 2.2, c'est que l'utilisateur, on lui a présenté de nouvelles informations, etc. Donc ça n'a pas de sens de juste convertir une TC string existante. et je crois que tu l'as dit, Ninon, mais rappelle-nous, pour la ressollicitation du consentement, ça va se faire progressivement entre le Oui, c'est selon. V2.1 et V2.2. Ça, c'est vraiment à la liberté de l'éditeur, on va dire. Donc, par exemple, s'il repop tous les 6 mois à ses utilisateurs, organiquement, du coup, 6 mois après la deadline, il y aura plus de TC string V2.1 qui sort de son site. Mais il n'y a pas une obligation de repoper tout votre trafic d'un coup avant la deadline. Ça, vous ne voulez pas faire ça. Sur le crawler, oui, donc du coup, notre crawler, il supporte donc la plupart des CMP du TCF pour savoir, on va dire, quel est le code en fait qui est utilisé par les éditeurs quoi, pas par les éditeurs, mais le code donné par la CMP à l'éditeur pour qu'il permette le repop de la CMP. Donc c'est comme ça qu'il fait les tests. Après, notre crawler, parfois, il donne pas les bonnes, il n'est pas capable de tout voir, mais quand il voit pas tout, du coup, on fait un test manuel. Il y a une question, il y a d'un spectateur anonyme sur de nombreux éditeurs qui alertent d'un message de Google Manager les informant de la bannière CMP Cancast n'étant pas à jour. Est-ce que ça vient de ce changement Bah, ou pas du tout? quelqu'un Il peut me s'agit dire c'est quoi d'éditeurs l'erreur 3.3 Erreur parce que 3.3. parce que je sais, j'ai pas le lien là de. Peut-être on pourra revenir de façon plus précise vers ce spectateur anonyme s'il veut bien nous dévoiler son identité pour qu'on Parce que puisse attends, apporter est-ce une qu'il y a réponse des trucs de précise. troubleshooting? Je regarde 3.3, c'est the TC string last updated date was more than 13 months ago. Donc oui, donc ça c'est sur Oui, le 13 mois. renouvellement. Donc ça c'est pas en lien avec la nouvelle version. C'est qu'aujourd'hui avec la version actuelle du TCF, il faut que vous renouvelez les choix des utilisateurs à minima tous les 13 mois. Donc ça veut dire que Google a trouvé une TC string dont le timestamp est plus vieux que 13 mois. Donc c'est ça l'erreur, ça n'a aucun rapport avec la nouvelle version. Est-ce qu'il va avoir une obligation de toujours récupérer la dernière GVL, donc c'est-à-dire la plus updatée? Et sous-entendu, est-ce qu'on peut utiliser une GVL de plus de 18 mois? Alors, il y a déjà une obligation d'utiliser toujours la dernière GVL ou l'avant-dernière. C'est pour avoir les dernières informations qui ont été inscrites par les vendeurs, mais aussi pour créer, on va dire, cet impact sur les vendeurs qui sont suspendus du TCF, puisque dès lors qu'on les suspend du TCF, ils ne s'affichent plus, quoi. Ils sont marqués comme supprimés dans la Global Vendor List, et donc c'est ça qui crée, on va dire, l'impact financier, économique sur les vendeurs qui ne se conforment pas aux policiers. J'avais mon micro coupé, pardon. Pour la question sur la liste Fing, donc ça parle d'un wrapper d'identité qui a été pris la main dans le sac en train de remplacer les consent strings avant l'envoi de la request au SSP grâce à son via Prebid. Donc, notre spectateur anonyme nous signale parce qu'il nous dit que c'est pas forcément de notoriété publique, qu'il y a des acteurs qui s'adonnent à ce genre de pratique. Parce que Ninon, tu as un... Oui, eh ben non, ben là c'est typiquement le genre. Mais après j'ai pas, faudrait que je regarde Il y a un lien. Oui, oui, mais j'ai Donc, pas. Faudrait que je le lise et je vais pas voilà. tout lire maintenant. Mais si c'est un cas où effectivement le vendeur remplace la TC string par une fausse TC string, c'est typiquement le cas où il serait suspendu automatiquement.
Est-ce qu'après le 30 septembre, tous les utilisateurs d'un site devront avoir vu les informations correspondant à la V2.2 du TCF? Attends. Tous les utilisateurs d'un site non publisher, Non, question. bah non. Non, parce que du coup, comme il n'y a pas besoin de repoper à tout le monde, ça c'est selon ce que décide l'éditeur. En tout cas, après le 30 septembre, tous les nouveaux utilisateurs, ça c'est sûr, devront Hmm. voir les nouvelles informations. Ou ceux qu'on pas forcément nouveaux, mais du coup, ceux qui accèdent à un site pour la première fois. Et ensuite, ceux qui doivent renouveler leur choix finiront par voir ces nouvelles informations. Pour le lien de la dernière GVL, on va vous l'envoyer, John. Oui, c'est dans les Dans le- spécifications techniques. C'est Last or Penultimate JVM. Et d'ailleurs, il y a un spectateur qui nous signale qu'il manque un S Ah à bon? l'illustration. Mais Voilà. Ce qui n'est pas une elle est. question, mais je te le... Oui, mais là, on fait encore des tests sur le script. Donc, non, j'étais même pas. Normalement, quand nous, on fait des tests sur un autre URL. Donc, je sais même pas c'est quoi qui est publié en ce moment On va mettre dans le la lien dans GVL le... V3. Ah, bah merci. Hop. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et merci à celui qui a émis le lien vers la GVL. Il y a d'autres questions dans Oui, les... oui, on a commencé à. Voilà. Mais bon, faut pas l'utiliser encore, la V3, hein. Que vous avez que des fake vendors dedans. C'est bien de le préciser. Est-ce qu'il y a Mais d'autres oui, oui, mais par contre, questions? je voulais pas que les URL de test soient faits sur l'URL final. Donc ça, je pense, que c'est euh, une erreur de la personne. Ouais, très bien. Est-ce que du coup, encore une fois, il y a d'autres questions dans les 7 minutes qui nous restent? Dernière chance. Eh bien, non, je ne sais pas si tu veux dire un mot de conclusion ou... Bah non. Bon, bah, je m'en charge euh, alors si tu veux. non, non, mais n'hésitez pas à contacter Pierre ou moi-même pour poser des questions ou si vous avez des remarques ou des soucis, quoi. Peut-être plusieurs choses importantes en effet. On essaie au sein d'Alliance Digitale de toujours faire remonter et de toujours être sollicité dans le cadre de l'ensemble des améliorations du framework. Donc ça se fait dans un groupe particulier qui est le groupe Privacy. Donc n'hésitez pas, les membres, à me faire signe si vous voulez participer sur ces sujets-là. Si vous êtes membre d'IAB Europe, évidemment, on vous encourage à participer aux différentes discussions il y a plusieurs commissions. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est évidemment important. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous en bilat si vous avez des questions, vers moi ou vers Ninon ou vers les deux. Si vous avez des questions plus techniques, c'est plutôt vers Ninon. Mais voilà, c'est important. Je vois qu'il y a une dernière question, mais qui n'est pas complète. Bruno, je te laisse encore quelques instants du coup. Voilà. Est-ce qu'on doit préciser sur l'affichage des vendors si c'est des vendeurs IAB ou aussi des vendeurs Google, si j'ai bien compris la question? La réponse est Oui, oui. donc non, 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 Oui, c'est je ça. comprends. Oui, j'ai compris la question. Donc sur le nombre, enfin, j'imagine que du coup c'est sur le nombre des vendeurs. La policy donc permet donc le minimum requis, c'est le nombre de vendeurs TCF parce que les policies du TCF ne gouvernent que ce qui rentre dans le cadre du TCF. Mais par contre, il est possible pour l'éditeur de consolider un nombre total, donc qui est TCF et non TCF, parce que pour un utilisateur, concrètement, ça change rien. Donc, vous pouvez utiliser le nom total. C'est tout à fait permis. Très bien. Et dernier mot, donc la session est enregistrée. On va vous la faire parvenir dans le fin de semaine ou courant de la semaine prochaine, exclusivement réservée aux membres. Merci encore, Ninon, de venir régulièrement updater et aider nos membres à préparer les nouvelles échéances. Et donc, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à revenir vers nous dans les prochains jours, prochaines semaines sur ces sujets. On est évidemment disponible pour en discuter. Merci beaucoup et merci encore, Ninon.